Plein l'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble. Bonjour à tous et à toutes, Plein l'ado, l'émission qui parle de nos ados, de la famille, des parents et des relations entre tout ce beau monde. Aujourd'hui, pour parler avec nous, et comme nous le faisons de temps en temps, un éducateur. L'éducateur, c'est Auriel Porat, qui est aussi un ami et que je suis très heureux de recevoir aujourd'hui dans les studios Qualita. Auriel, bonjour. Bonjour, merci Bernard de m'avoir reçu dans les studios Qualita. C'est un grand plaisir pour moi. C'est un plaisir. Auriel a roulé depuis Beersheba pour arriver ici. Il y en a qui font de véritables efforts et on va essayer de les récompenser en leur donnant la parole le plus possible aujourd'hui. Auriel, tu vas te présenter. Moi, je t'ai connu il y a des années et des années. Tu étais déjà très, très impliqué dans l'éducation. Tu étais un éducateur qui cherchait déjà à transmettre aux jeunes de Chutz La'aretz, de l'extérieur d'Israël, et aux jeunes d'Israël. Mais aujourd'hui, pendant que moi, je prenais du poids, tu as pris de la bouteille dans ton domaine et tu es mûr aujourd'hui pour nous raconter un peu toute ta Torah, toute ta façon de travailler. Alors, je sais que tu es quelqu'un de modeste. Tu vas dire, oh, modestement, dans mon coin, etc. Mais je te donne la parole un peu. Raconte-nous, Auriel, comment tu es arrivé en Israël, d'où tu venais, tes racines et comment tu es arrivé à choisir ce métier. Tu aurais pu choisir, je suppose, plein d'autres choses. Oui, très bien. En fait, d'abord, je suis né à Strasbourg. J'ai grandi dans une famille. Mon père était rabbin, le rabbin Furt, qui habitait à Strasbourg. Il était rabbin. Il avait une communauté à Strasbourg même, mais il était rabbin de plusieurs communautés autour de Strasbourg. J'ai grandi dans une maison vraiment de Torah, où l'amour de la Torah, l'amour d'Eretz Israël nous a été transmis. Chaque année, mon père disait, est là. Quand tu dis nous a été transmis, c'est qui y avait dans la famille? Vous étiez combien d'enfants? Des frères, des sœurs? D'abord mes parents, mon père, ma mère, les deux étaient très impliqués et dans la Torah et dans l'amour d'Israël. Et nous sommes 5 frères. Parmi 5 frères, nous sommes actuellement 4 en Israël. Un qui était et qui est reparti, mais qui va Bezrat Hashem bientôt revenir. Et nous avons vécu à Strasbourg, si vous connaissez la ville de Strasbourg, qui était une ville aussi où il y avait beaucoup d'écoles, de yeshivot. Vous avez fait l'école Akiba à un moment? Tout à fait. C'est bien, vous étiez bien à Strasbourg alors. L'école Akiba et le grand moment pour moi, c'était en seconde. Je suis passé à la yeshiva de Montreux, chez le Rav Bochko, le Rav Moshe Bochko, Zichrono Livracha. C'était une chance extraordinaire. Il y avait une équipe de rabbanim, le Rav Bochko, le Rav Weingort, qui sont mes rabbanim, qui est pour moi mes images, mes rabbanim, à qui je suis toujours leur enseignement. Et le message, bien sûr, l'amour de la Torah, la yeshiva et l'amour d'Eretz Israël. Rav Bochko parlait sans arrêt d'Eretz Israël et il poussait tous les élèves à monter en Eretz Israël. Et donc, tu as suivi, mais j'ai cru comprendre que c'était aussi l'esprit de la maison. J'ai eu l'occasion de rencontrer ton père après sa alia ici. C'était bien ancré déjà à la maison, tout ça. Baruch Hashem, c'est vrai. J'aimerais un petit peu, peut-être, si tu parles de mon père, tu rappelles mon père, justement, ce vendredi, Kaf Kislev, c'était la Haskara de mon père, où ça fait 14 ans que, malheureusement, il nous a quittés. Et j'aimerais un petit peu parler peut-être de lui, quand il était jeune enfant. Il a vécu lui-même la Shoah, il avait 5 ans au début de la Shoah, et il est parti, il a quitté Strasbourg avec ses parents, ils se sont réfugiés dans le sud de la France. C'était pas évident, une famille traditionnaliste, et de lui-même, il a vraiment lutté pour la religion, pour lui-même s'est rapproché à la Torah et a cherché à apprendre. C'était après la Shoah, la première bar mitzvah en Alsace. Il a fait dans la synagogue de Haguenau et il a voulu étudier à l'école juive, lui-même à l'école Akiba. Et puis après, il y avait le grand rabbin Deutsch à l'époque. Et de lui-même, vraiment, il a tracé son chemin qui n'était pas évident à la fin de la Shoah. Et j'aimerais raconter peut-être une petite anecdote. Mon père était à Paris. Il y avait une histoire à Paris, quand il a fini son bac.
il y avait à Paris une histoire qui s'appelle l'affaire Finali. C'était une histoire. Les fameux enfants. Les enfants, tout à fait, qui ont été cachés qui ont été cachés pendant la guerre chez les moines. Et à la fin, après la guerre, la famille a essayé Les moines refusaient de les donner. Et mon père est rentré au tribunal il voulait écouter un petit peu les diounim, les discussions qui se passaient. Et il entend un curé franciscain qui se lève et qui dit « Sachez que aujourd'hui, nous sommes Israël, nous sommes le peuple élu. » Alors, justement, mon père, qui est en train de former son identité juive, qui entend de telles paroles, il est sorti de cette salle de tribunal et il a dit, je veux maintenant, à partir de maintenant, me lancer dans l'éducation pour, d'abord, par rapport au judaïsme qui est après la Shoah dans une situation très difficile et pour prouver à tout le monde que Israël est bien le peuple élu et que... C'était quand même une drôle d'époque, même en France, dans le monde entier. Mais après la Shoah, il faut tout reconstruire pratiquement. Il fallait tout reconstruire. Et toute une équipe de rabbins, il a fait l'école rabbinique, il était à Vauclin. Je profite de l'occasion. Un de ses élèves, c'est un hommage au grand rabbin Josiah Eisenberg, était avec lui en classe. Il a étudié avec lui à l'école rabbinique. Ils étaient de très bons amis. Et dans ses mémoires, j'ai relu qu'il racontait que Josiah Eisenberg assistait à son mariage. Et le soir de son mariage, il a fait un discours et il a fait rire toute la salle du mariage. C'est éclaté de rire le soir de son mariage. Il a souvent, je me rappelle quand j'étais jeune, il citait souvent, il rappelait souvent des souvenirs du rabbin Josiah Eisenberg, Zichrono Livracha. Alors pourtant, dans ce judaïsme d'Alsace, il y avait aussi des oppositions à l'Alia, au fait de monter en Israël, de partir, alors qu'on reconstruisait, on était en train de replanter des racines un peu en France, solides. Alors comment vous étiez? Vous n'étiez pas un peu en dissonance un peu avec certains courants de Strasbourg? D'abord, effectivement, j'ai beaucoup d'amis qui ont décidé qui eux-mêmes étaient, comme tu le dis, étaient influencés par ce courant, on dirait, antisioniste, qui vraiment, des rabbinim qui disaient non, il ne faut pas monter en Eretz Israël, notre place est ici, il faut développer ce judaïsme. Et j'ai, parmi mes anciens amis de France, certains qui sont restés, qui sont devenus Haredim, mais malheureusement d'autres qui ont décidé aussi de rester en France, mais eux se sont malheureusement assimilés chez l'Oneda, ils se sont mariés avec des non-juifs et ça s'est fait beaucoup plus de peine. Alors on va refocaliser un peu sur toi maintenant. Tu as quel âge quand tu décides de prendre tes affaires et de faire le grand saut? Je finis mon bac à Montreux, à la yeshiva de Montreux, toute notre classe. Presque toute notre classe, on décide ensemble de monter en Israël. Pour nous, c'était évident, c'était le parcours qu'il fallait faire. Et on est monté en groupe d'amis, nous sommes allés étudier à la yeshiva. Et une année à la yeshiva. Et après, tous ensemble, on était aussi à l'armée. On a fait cette année de... Alors, on va se resituer dans le temps. On est en quelle année, là? On est en 1982. On est en 82, d'accord. Et dans quelle yeshiva, alors moi, personnellement, j'ai étudié à la yeshiva de Alon Shvut, dans le Gush Etzion. Une partie était à la yeshiva de Bethel, mais ensemble, on s'est retrouvés tous pour le service militaire. Alors, il y avait des noms un peu connus dans cette session, cette année-là, qui sont devenus des rabbinim ou des gens un peu connus de la communauté ici francophone? Parmi mes amis, il y a un ami Gaël Grunewald, qui est responsable aujourd'hui de la Chativa Leitiashvut. Ariel Picard, qui était pendant une période travaillé au ministère de l'intégration. Et voilà, nous sommes encore donc en contact et beaucoup de bons souvenirs de toute cette période-là où notre alia. Et j'aimerais dire que quand j'ai fait mon alia, j'ai aussi eu la chance de te connaître, Bernard, si tu te rappelles. Oui, c'est un grand moment, mais on consacrera une émission entière sur cette rencontre. C'est dommage de la bâcler en 2-3 minutes. Auriel, viens, on continue à te suivre, on va remonter avec toi, on va voir ton évolution, mais ça nous intéresse vraiment de focaliser aujourd'hui sur l'éducateur. Alors, on va voir comment il se forme, cet éducateur. Jusqu'à présent, tu es bien parti, la yeshiva du Rav Botchko, puis la Alia, yeshiva d'Alon Shvut, tu es sur de bons rails. Qu'est-ce qui se passe après? Après, le Rav Botchko décide de faire son alia
Rav Moshe Bochko, et de créer la yeshiva de Echal Eliyahu, d'abord à Jérusalem. Rehov Jabotinsky. Rehov Jabotinsky, et j'ai eu la chance d'être avec lui, vraiment, avec lui dans ces moments-là, au moment où il a décidé. Il nous l'a annoncé lors d'un Shabbat à la Seuda Shlishit. Je veux faire mon aliyah. Toutes les années, j'ai enseigné la Torah, enseigné à mes élèves de monter en Eretz Israël. Maintenant, il est temps que je monte, et j'ai eu la chance d'être avec lui. Nous avons créé la yeshiva d'Echal Eliyahu à Jérusalem, et plus tard, son fils l'a fait passer à Kochav Yaakov, et Baruch Hashem, elle se développe magnifique. Le Rav Shaul David, bien entendu, que nous inviterons très prochainement, une grande personnalité. C'était pas une décision facile pour les parents. On va faire une aparté. C'était pas une décision facile parce que c'était quand même une institution, la yeshiva de Montreux, même de l'enlever au judaïsme européen un peu. C'était pas évident. Effectivement, c'est pas évident, mais le Rav Bochko, il voulait être sincère avec son enseignement. Il dit, j'enseigne, je transmets la aliyah, l'importance de l'Eretz Israël. Moi aussi, je veux faire mon aliyah. Moi aussi, je veux monter en Eretz Israël. Il y a d'autres mosdot, d'autres écoles en France. C'est à eux de prendre le relais. Il y avait l'école à l'époque à Saint-Maur, qui est toujours d'ailleurs, qui donne un petit peu le relais du sionisme en France. Mais pour lui, c'était important de venir en Eretz Israël, de créer une yeshiva Tesder, où les jeunes étudient à la fois la Torah et font l'armée, très impliqués dans Eretz Israël. Ok, alors toi, tu nous as dit que tu étais un peu dans ce mouvement-là d'implanter Echal Eliyahu, d'abord à Jérusalem. Et qu'est-ce que tu fais à la même époque? Tu étudies donc à la yeshiva d'Echal Eliyahu qui s'installe Tout à fait. Rehov Jabotinsky. Tout à fait. J'étudie une grande partie de la journée, je prends des cours, mais parallèlement, avec l'aide d'autres rabbanim, en particulier le Rav Weingart, on essaye de faire venir des élèves, à la fois des francophones, de faire venir des élèves de France et leur proposer un programme en Israël, et à la fois des élèves israéliens qui veulent faire le programme de la Yeshiva Tesder. Et donc, ça demandait des voyages en France, il fallait aller essayer de convaincre les jeunes là-bas. Effectivement, des voyages en France, et puis et des voyages dans tout le pays, dans les Yeshivot Echoniot, dans les lycées Yeshiva. Si on continue, j'ai quitté après la Yeshiva pour me lancer dans l'enseignement. Je me suis lancé dans l'enseignement cette fois-ci dans les écoles israéliennes. Pour moi, bien que j'étais toujours attaché à la yeshiva, mais je me voyais après ces quelques années de yeshiva, je voulais vraiment commencer, me suis lancé dans l'enseignement. J'ai enseigné dans plusieurs écoles. École primaire, après dans les yeshivas téchonite. Juste avant, moi j'ai une question quand même qui revient d'ailleurs chez les gens qui nous posent ici des questions. On a beaucoup de questions sur l'éducation, donc une question. C'est pas évident quand même quand on a étudié à Strasbourg, à l'école Akiva, et puis on est venu, tu étais quand même dans un environnement qui était très français quand même, malgré tout, même si tu rencontrais des Israéliens et tu étudiais avec eux. Comment on passe d'un coup aux écoles israéliennes? C'est quand même une toute autre mentalité, une toute autre façon de vivre au jour le jour pour un élève. C'est différent. C'est différent, mais je crois que quand on vient de France, on peut donner un aspect différent. J'ai pas honte, au contraire, je suis fier de raconter à tous mes élèves israéliens que je viens de France. Et je suis fier à leur raconter. Et même des moqueries sur ton accent. Et même s'ils me manquent, ça ne me dérange pas. Je leur dis, très bien, je suis tellement fier. Moi, j'ai eu cette chance-là de faire la Aliyah. Et j'essaye, au contraire, de leur apprendre que si vous rencontrez des Olim, alors faites le maximum pour les recevoir, pour leur sourire, pour les aider. Parce que sachez que c'est pas facile de faire la Aliyah, qu'ils ont besoin d'être reçus. Je me rappelle des premiers mois quand j'étudiais à la Yeshiva, où je me trouvais dans le Beth Midrash et il y avait 500 élèves talmidim dans la yeshiva, je me sentais seul. Pourquoi je me sentais seul? Parce que j'ai mis du temps à avoir le contact. Et eux-mêmes, ils ont mis du temps à s'approcher de moi. C'est vrai, ça a pris son temps. Il y a eu des moments de cafard, mais je crois que pour moi, je prends avec ça cette période pour la transmettre aux jeunes et dire combien aux jeunes, à tout le monde, même aux dirigeants d'école, faites le maximum pour les Olim. Quand vous voyez, si vous avez la chance d'avoir des Olim qui viennent dans votre école,
faites le maximum, faites tout pour Sur les cette recevoir. jolie phrase, on finit le premier quart d'heure de plein d'ado et on se retrouve pour le second quart d'heure immédiatement. À tout de suite, Auriel. Alors, Auriel Porat, tu es avec nous encore pour un bon moment et on va profiter de ton expérience. Il y a une question que je voulais te poser qui revient aussi souvent parmi les questions des parents. Est-ce que tu as dit quand tu es rentré dans la yeshiva, Lunchwood, 500 élèves, qui a mis du temps à aller un peu vers les Israéliens, à comprendre, les Israéliens ont mis du temps à venir vers toi, mais il y a une question qui se pose et qui revient assez souvent. Est-ce que c'est possible, Birklal? Est-ce que c'est possible de devenir ami avec des Israéliens? De plus en plus de Français nous disent on a des copains, on a des relations à l'armée, mais des vrais amis israéliens, c'est local, c'est pas facile, ça n'a pas l'air simple. Je vais te dire, c'est possible, mais c'est sûr qu'il faut faire un effort. Si on reste dans son coin, si j'étais resté dans mon coin, j'aurais pas eu d'amis israéliens. C'est évident que c'est sûr qu'on peut toujours dire j'attends qu'ils s'approchent de moi. Alors, je peux toujours, des fois ça marchera, des fois ils viendront pas. C'est sûr qu'il faut faire un effort. Quelqu'un qui fait la Aliyah, il n'a pas fini son travail en arrivant avec les valises à Ben Gurion. C'est pas fini. Ça commence même peut-être. Ça commence. Et quand un élève il rentre dans une école, si c'est important qu'il reste, qu'il aille rencontrer, qu'il essaye de s'approcher des autres. Et je crois que c'est vraiment, c'est sûr que c'est difficile, mais c'est faisable. Une fois qu'il arrive à s'approcher, alors il n'y a pas de différence. Chacun va se connaître l'un à l'autre. Après, on peut faire des excursions, des tioulim ensemble. Après, on peut étudier des chevroutot ensemble. Et petit à petit, créer ce contact et ces chavayot, ces expériences communes qui vont souder des nouveaux liens. C'est sûr, c'est un effort à faire, mais c'est faisable. Alors, quelles sont les différences un peu fondamentales entre le Français qui arrive en Israël, le petit jeune, et les Israéliens? Moi, je me rappelle d'une école où j'étais allé, comme toi, expliquer aux petits Israéliens en disant « Faites un effort, allez un peu l'ikrat ». Et ils m'avaient répondu une phrase assez extraordinaire, des jeunes de 14-15 ans comme ça, m'ont dit, nous on veut bien, mais Emlo Bogrim, ils sont pas assez matures, les Français. On a l'impression qu'ils sont plus petits que nous, des fois. Il y a quelque chose dans la société israélienne qui responsabilise plus l'enfant, pour qu'il ait cette impression-là, que le jeune Français est un peu gâté, comme ça, un peu trop jeune, décide pas vraiment. C'est à cause de la structure familiale aussi, peut-être. Peut-être que les parents sont trop dirigistes en France. Qu'est-ce qui se passe qui fait qu'il y a cette impression? Et c'est pas la seule fois où j'ai entendu cet argument. Je vais te dire, c'est sûr que ça suffit pas. Il faut aussi que les parents essayent de créer cette ambiance-là pour pousser les enfants à se rapprocher des Israéliens. Il faut essayer même. C'est sûr que c'est difficile, mais c'est pas évident si tu t'approches d'un Israélien puis lui il te regarde comme un type qui est pas mature encore, qui est pas mûr. T'es un petit pour nous. Alors, déjà que t'as pas la langue, t'es pas trop sûr de toi et si tu te heurtes un peu à ce mur là. Les parents ils doivent être quand c'est une famille qui monte et les parents sont là, c'est sûr. Les parents ils doivent être là derrière pour renforcer leurs enfants. Leur dire peut-être aujourd'hui c'est difficile, mais demain ça ira. Et il faut surtout pas il faut pas se délaisser. Il faut avoir beaucoup de confiance des Mouna. Il faut les renforcer, qu'ils soient fiers de leur... Vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, être fiers d'être montés en Eretz Israël, être fiers d'être là. Ils n'ont rien, au contraire, rien de moins que les Israéliens. Ils n'ont pas à avoir à se sentir plus petits ou plus... au contraire, il faut les renforcer. Et on doit être là, tous autour, les éducateurs, les conseillers, les parents, tous pour renforcer les jeunes et les encourager à faire encore un effort. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, tu remarcheras demain. Un point aussi important, personnellement, j'ai fait l'armée, donc en étant déjà à l'armée, dès que je passe l'expérience de l'armée, donc au niveau des Israéliens, on est au même... Il n'y a pas de différence et tout au contraire. Lui dire, peut-être maintenant c'est un peu difficile, mais s'il vient plus jeune, mais lui dire, t'en fais pas, ça passera avec le temps, avec les années. Bezrat Hashem, toi aussi tu seras à l'armée, toi aussi tu pourras montrer que donc il faut le rassurer, il faut le renforcer, il faut lui dire qu'il y en a d'autres qui sont passés avant et qui ont réussi. C'est important de savoir. Il y a eu des milliers d'enfants qui sont montés et qui s'en sortent très bien aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait.
mais on doit être là pour les aider, pour les encourager, et les parents doivent être derrière pour les écouter. Il faut qu'il y ait une écoute des parents. Les parents, si un enfant il rentre à la maison et il a passé un moment difficile et il a été rejeté, il faut qu'il ait à qui parler, à qui s'exprimer, à qui transmettre, et les parents doivent être là pour l'écouter et parallèlement pour lui transmettre. Alors, on a plein de questions encore pour toi, Auriel, mais on a du temps, donc on est bon. Alors, viens, on continue à te suivre un peu. Donc, tu commences à enseigner dans les écoles. Tu habites où à cette époque-là? À cette époque-là, au départ à Jérusalem, puis je me suis marié. Entre-temps, pendant ces années-là, donc je me suis marié. Et j'ai habité à côté de Bnei Brak, Ramat Gan. Et parce que j'enseignais dans une yeshiva à côté de Bnei Brak, et ma femme enseignait à cette époque-là à Ramat Gan, et c'est là qu'on s'est rencontrés sur la route. Donc on s'est mariés. C'est la grande épreuve pour un éducateur, parce qu'une fois que tu te maries, tu commences à avoir des enfants, tu vas pouvoir appliquer sur tes enfants les fameuses théories que tu enseignes à tout le monde. Et là, il y a souvent des surprises. On s'aperçoit que c'était très bien en théorie, mais là, ça devient du pratique. Comment tu as vécu un peu le fait de devenir un papa et en Eretz Israël? Et je sais que c'est important pour toi parce que chez des gens qui sont idéologiquement très, très forts, très marqués, chaque pas comme ça en Eretz Israël, se marier en Eretz Israël, avoir des enfants en Eretz Israël, c'est une réalisation Bifnei Atzma en soi-même. Écoute, tu touches à un point... très délicat. Non, mais viens, on le touche. Viens, on rentre dedans parce que moi, j'ai l'impression que des fois, parmi les problèmes de notre génération, c'est ce moteur-là, cette motivation, cette joie de vivre chaque seconde en Eretz Israël qui n'est pas des fois assez claire, assez forte et qui permet au type d'avoir des moments de doute. Parce que ceux qui ont ça, même quand c'est dur, ils ont un petit sourire. Même le dur, c'est écrit dans les textes chez nous. Tout à fait, tout à fait. Écoute, nous avons un rôle en tant que parents. On n'a pas fait d'école de parents. On est tous peut-être... Bon, je travaille dans l'éducation, mais chacun, finalement, chaque parent est éducateur. Chacun doit faire le maximum pour les enfants. Il n'y a pas de secret, se donner l'éducation. C'est un rêve d'avoir chaque enfant, chaque neshama qu'on a la chance d'amener sur terre et de remercier Dieu de l'avoir amené. On est là pour lui donner le maximum, pour l'éduquer. On fait le maximum pour leur donner ses forces. Peut-être on en parlera encore par la suite. Mais vraiment, se donner à fond, avoir beaucoup d'émouna et leur donner beaucoup de force aux enfants pour qu'ils tiennent. Et que, bon, c'est vrai qu'on est on fait du chinour à l'extérieur, mais il ne faut pas oublier, et c'est très important, le chinour, il doit commencer par chez soi à la maison, par ses enfants. Il faut prendre le temps, s'il le faut, et si quelqu'un est très occupé, il doit prendre le temps pour donner l'éducation à ses enfants. Je vais faire une petite parenthèse qui ne va pas te surprendre parce que tu me connais, mais j'ai l'impression que des fois, quand on voit les éducateurs parler, les rabbinim, etc., et on a l'impression qu'ils sont un peu trop sages. On dit qu'est-ce qu'ils sont bien, ils sont gentils, ils ont des belles valeurs. À quel moment un éducateur mitparek un peu, il se lâche et dans le langage français connu, à quel moment il déconne un peu pour évacuer un peu tous ces trucs-là? Parce que quand on le voit, on dit mais qu'est-ce qu'ils sont sérieux, qu'est-ce qu'ils sont droits, honnêtes, sympathiques. À quel moment et comment un éducateur ou bien est-ce que dans l'étude, dans l'enseignement, c'est à l'intérieur qu'il trouve son plaisir Toutes les réponses sont justes, à la fois à l'intérieur, mais c'est vrai, Bernard, il faut trouver à chacun de trouver son moment. C'est aussi le charme de l'éducateur, de savoir, je me rappelle moi de nos maîtres, même en France, qui savaient de temps en temps arrêter, dire, allez, on va faire un foot. Tous les enfants, ils arrêtaient, ils fermaient la Gemara, et tout le monde allait jouer, et c'était incroyable. Tu voyais le grand sage en train de courir, il levait sa redingote, il courait dans le ballon comme ça. C'est aussi Zegam Chinour, c'est aussi de l'éducation, ça, de savoir montrer. Tout à fait. Alors, quels sont tes trucs à toi? À quel moment tu cuisines? Tu fais quoi pour... Il y a des moments où, peut-être avant Shabbat, comme ça, le vendredi après-midi, on a un peu le temps d'aller courir un peu, faire des marches, des tioulim dans la nature, j'aime beaucoup. Mais c'est évident, là, tu me prends comme ça, ta question, la question est dure, et que c'est évident que c'est pas suffisant, que je sens vraiment que je dois faire plus. J'attends la Hanouka, j'espère qu'on trouvera un moment à Hanouka pour plus se détendre. C'est vrai que notre vie dans le Chinour, et Baruch Hashem avec la famille,
ça prend énormément de temps. Il nous reste pas beaucoup de temps. On essaye, si on a un moment de libre, on essaie un peu d'étudier parce que l'étude de la Torah doit être une grande partie de notre vie. C'est vrai que ça suffit pas. J'accepte ta remarque, Bernard. Il faudrait plus se donner à la détente. On va te dissiper entre les parties de l'émission. Auriel, bien, on continue à te suivre. Donc, vous êtes du côté de Bnei Brak. Vous commencez effectivement votre travail d'éducateur, etc. Mais aujourd'hui, tu m'as appris il n'y a pas longtemps, parce qu'on s'est perdu un peu de vue, pas vraiment de vue, parce que je te suis. Aujourd'hui, il y a des moyens, même sur les réseaux sociaux pour se suivre et regarder sans être vu. Mais tu es aujourd'hui dans le sud du pays. Alors, comment t'es arrivé là-bas? J'ai sauté une étape. T'as sauté une étape, c'est Bernard. Évident. Parce que cette période-là était interrompue, où j'étais là dans cette région de Ramat Gan Bnei Brak, était interrompue par mon ami Gaël Grunewald m'a proposé d'aller en shlichut. Ah, mais ça, on n'y coupe pas, ça. On n'y coupe pas. Et voilà, donc pendant 3 ans, j'étais chaliach du Bnei Akiva de France. C'était une expérience extraordinaire. Il m'a proposé. Là, je pouvais pas. On est en quelle année? La vie, on se resitue un peu dans l'échelle du temps. On était en 96 déjà. Et donc, on est sorti en shlichut. Et on allait à Paris. On s'occupait du Bnei Akiva de France. C'était une période extraordinaire. Créer des snifim, des locaux du Bnei Akiva, organiser les machanot. Encourager à la Aliyah, rencontrer des familles. Il y avait un gros défi quand même dans ces années-là, parce que c'était un peu une période un peu de la fin de l'âge d'or des shlichim, justement, des envoyés d'Israël, avec une tendance sioniste bien claire. Ensuite, la mapat shlichut, le nombre de shlichim s'est réduit. Et il y a eu ensuite ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire d'un côté une charidisation un peu de la communauté, c'est-à-dire le côté charidi de la carte qui a pris de plus en plus d'ampleur et de plus en plus de bastions, et puis aussi l'assimilation qui fait Etchela et qui pousse les gens aujourd'hui même plus vers un judaïsme même réformé, ou plus de judaïsme du tout. Donc c'était un peu une partie un peu charnière. Je sais que ces années-là ont été très délicates. Alors quel travail vous avez fait sur le terrain? Qu'est-ce que vous avez fait pour essayer d'expliquer qu'il y avait même dans le message impressionniste religieux, le message du Bnei Akiva, quelque chose qui était très rassembleur du peuple, qui essayait vraiment de rassembler un peu toutes les parties? Écoute, on a fait, comme que j'ai bien dit, d'abord, il fallait s'entourer d'une équipe de formateurs. Maintenant, ce qui était toujours plus difficile au Bnei Akiva, c'est que Baruch Hashem, les formateurs, ils se donnaient à fond, ils étaient formés, mais ils montaient tous après la première année, ils montaient déjà en Israël. Donc après une année, donc il fallait chaque année. C'est le problème du message, qui est un magnifique message, il faut monter en Israël, mais après tu n'as plus de madrichim locaux. Il y avait plus, et il fallait chaque fois créer à nouveau. Tu crées un local du Bnei Akiva, tu t'amènes les enfants, mais après, celle qui est responsable, le ou la responsable monte en Israël, donc il fallait chaque fois essayer d'assurer. C'est pour ça qu'on a toujours comme ça une sorte de galgal, de roue qui tourne, un chalier vient après l'autre, essaye de rattraper ce que l'autre a arrêté et de continuer. Avec chaque année, avec l'équipe de Bogrim qui était, on a essayé de continuer les machanot, encourager à la harshara, à monter en Israël, faire les activités du Shabbat, les rapprocher, à essayer d'avoir un contact avec les familles. Et surtout, comme tu disais, former en permanence des gens, parce que les gens partaient à la harshara, etc. Et donc, il faut former avec des madrichim qui deviennent de plus en plus jeunes, parce que tu sais qu'à la fin de la terminale, ils vont partir. Donc, tout à fait. Mais comme tu dis, c'est le message, et c'est comme ça qu'on travaille, et on est content finalement, même si c'est difficile chaque fois, on est content et on les voit aujourd'hui, Baruch Hashem, après quelques années, installés en Israël avec des familles, et il n'y a pas de plus grand plaisir. C'est un véritable plaisir qu'on va développer dans la troisième partie de l'émission. Merci Auriel d'être avec nous jusqu'ici. Et là, on va rentrer vraiment dans ton retour après de Shlichut et ce que tu as développé et fait. À tout de suite. Donc Auriel, on vous les avait laissés en Shlichut en France. Tu reviens donc de Shlichut et la question qu'on se posait ici, c'est comment on revient de Shlichut? C'est difficile. Quand tu as été envoyé, tu as passé des années maintenant en France.
de revenir avec toutes les implications. Tout à fait. Je vais te dire, Bernard, revenir de Shlichut, c'est une alia, c'est comme une alia. On revient, on doit trouver un nouveau travail. Où est-ce qu'on va habiter? La famille, on est parti, il y avait un bébé, on est revenu, on est 3 enfants. Baruch Hashem, il faut tout changer, il faut la situation. Et c'était pas facile. Il fallait passer cette année d'intégration, de nouvelle intégration. Et donc, tu viens, tu cherches un boulot. C'était Ramat Beth Shemesh, c'est ça? Tout à fait. On était quelques années à Ramat Beth Shemesh. J'ai enseigné dans une yeshiva. Puis, après quelques années, on me propose de diriger une école à Eilat. À Eilat, en plein sud. Et là, ça ne fait pas école. Quand on entend, ça fait vacances, a priori. Justement, donc j'étais en route, je reçois ce téléphone. Je ne sais pas, je vais dire quelle va être la réaction de ma femme. Je rentre à la maison et je lui dis, écoute, tu sais, tu n'es pas obligé de décider tout de suite, mais on m'a proposé de diriger l'école d'Eilat. Qu'est-ce que tu en penses? Quoi? On y va. Tout de suite, j'étais vraiment impressionné. Elle a décidé plus vite que moi. Et c'était une expérience extraordinaire. C'est une nouvelle shlichut. Une nouvelle shlichut. C'est vraiment une nouvelle shlichut. Diriger une école, Mamlachti Dati, 250-300 élèves. C'était vraiment passionnant. Mais nous ne sommes restés que 3 ans. Parce que c'est quand même, et là, on est loin de tout, loin de la famille, loin de... On a l'impression d'être un peu loin de la scène aussi. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se joue quelque part du côté de Jérusalem, Tel Aviv, et que à Eilat, bon, bah, t'es pas sur la scène. T'es pas sur la scène, mais je sentais, c'était vraiment aussi une expérience éducative vraiment passionnante. Et de là, pendant cette période, tu sais, Bernard, il y avait justement le Guérouche du Gush Katif. Et j'étais comme tout le monde, on était tous très sensibilisés. J'avais un frère qui était au Gush Katif. C'était une période qui n'était pas facile pour tout le monde en Israël. Et quand on s'est dit, où est-ce qu'on va? On ne voyait pas continuer notre vie à Eilat. On s'est dit, on aimerait s'associer au nouveau village que vont créer les gens du Gush Katif qui ont été sortis, qui ont été expulsés. Et là, on s'est associé à un groupe des habitants de Kfar Darom et de Tel Katifa qui ont décidé de créer un nouveau village dans le Chevel Lachish, entre Kiryat Gat et Be'er Sheva. C'est là où j'habite aujourd'hui. Ça a mis plusieurs années à créer ce village. Parce qu'il y avait, il devait y avoir des retards dans tout l'établissement. Ça a dû être une vraie galère. Une vraie galère. C'était pas facile. On a passé des moments on était dans comme des machanotes de passage. En attendant, pendant 6 ans, on était dans un village à côté en attendant d'avoir tous les accords pour pouvoir créer ce village, pour pouvoir construire notre maison. Mais aujourd'hui, Baruch Hashem, j'habite dans ce village. Ça vous ressemblait quand même énormément idéologiquement de dire, allez, on va sentir l'expulsion du Gush Katif, ce guirouche-là, on va le sentir dans notre chair aussi. On va être un peu associé au ressenti des gens et pas seulement regarder ça comme des spectateurs. Tout à fait. C'est vraiment ça. C'est un enseignement chinouchique véritable, ça, d'être... même dans la Aliyah, comme dans ce que vous avez fait ici, même dans la Shlichut, de dire, je ne suis pas juste un théoricien du Chinour. Je pense un truc, je pense qu'il est important, je le fais, je le vis. Effectivement, Toda Rabba, Bernard, effectivement. Et créer un nouveau village, c'est vraiment un Edgar, une épreuve extraordinaire et on est vraiment content. Notre village s'appelle Neta et on est aujourd'hui 80 familles. Une vingtaine vient du Gush Katif, mais le reste, c'est des familles qui s'associent, des jeunes couples. Il fallait vraiment... On a créé de tout, de zéro. C'est-à-dire, il n'y avait rien du tout. On a une caravane comme synagogue. On commence à construire notre synagogue. On a vraiment tout démarré de zéro, mais c'est une joie pour nous de faire partie de la construction d'un nouveau village en Eretz Israël. Auriel, on va bientôt rentrer dans la partie qui parle de ce que tu fais, de comment tu enseignes, quelles sont les valeurs. Mais moi, j'ai une petite question préliminaire avant. Tes enfants à toi, comment ils vivent ce truc-là? On a l'impression que tu es un zigane. Et je vais en France, et je reviens, et on passe ainsi, on descend, et là, on remonte avec des trucs. Comment ils ont vécu tous ces trucs-là? C'est quelque chose qui enrichit ou c'est quelque chose qui fait perdre un peu les repères? Comme je te le disais tout à l'heure,
Les deux réponses sont justes. D'un côté, c'est enrichi. Ils sont fiers. Ils étaient en France. Ils étaient à Eilat. Ils ont passé beaucoup de choses. De l'autre côté, ils nous disent, ouais, mais où est-ce qu'on est là maintenant? C'est pour ça que On bouge plus. qu'on bouge plus. C'est bon. On bouge plus. J'aurais promis, j'aurais dit, voilà, maintenant on a construit notre maison. On est là, on ne bouge plus. Et voilà, Baruch Hashem, 6 enfants aujourd'hui. Le grand est à l'armée. Il fait le cours d'officier de Chirion. Le deuxième, il va rentrer bientôt. Il fait les examens pour entrer dans une unité d'élite. Il m'a dit, papa, je veux faire le maximum. Baruch Hashem, je suis content. Avec tout ce que tu as vécu, on avait l'impression que tu avais 60 ans, alors que tes enfants sont juste à l'armée. Juste à l'armée. Tu as bien serré le programme. Oui. Bon, j'ai essayé. Le troisième, il est à la yeshiva. La quatrième, c'est une fille qui est en Ulpena, en Kita Tête. Et j'ai encore même 2 enfants jeunes. Un qui est en Kita et qui a 11 ans. Et la petite qui a 7 ans. Baruch Hashem. C'est super que la Kavod. Et viens, on plonge directement maintenant dans ton travail au jour le jour. Tes appuis en Chinour, sur quoi tu appuies tes théories, comment tu conseilles des familles, comment tu aides des familles d'Olim, des familles d'Israéliens. Allez, viens, on parle de ton impact. Là. On rentre. Ok. Aujourd'hui, je suis conseiller éducatif à Beersheva. Je travaille dans 2 lycées et principalement, je travaille dans un lycée qui travaille avec des enfants, ce qu'on appelle Noar Besikoun, des enfants en danger. Je suis éducateur d'une classe, il y a une classe qui est sous ma responsabilité où j'ai des enfants qui viennent de familles défavorisées, de familles, des enfants qui sont dans des... Recomposées, des familles qui ont été des fois, qui sont parties un peu... Tout à fait, où les parents, j'ai 2 enfants où leurs pères sont en prison, j'ai des enfants qui ont des dossiers judiciaires, qui sont dans des internats fermés, ils viennent juste... pour les moments de la classe, ils doivent retourner, ils n'ont pas le droit de rentrer chez eux, etc. Et un travail qui est intéressant, c'est passionnant, mais qui n'est pas du tout évident. Ces enfants, ils viennent, ils ont de confiance en personne, ils viennent, ils n'ont pas aucune... ils étudient pas, ils n'ont pas étudié les dernières années, ils n'ont pas suivi une formation scolaire. La situation familiale ne leur a pas permis de travailler. Comment ça se passe? Ils se sont montés un petit monde à eux-mêmes où ils vivent un peu et où ils ne laissent pas l'accès tellement aux gens. Tout à fait. Et c'est un travail de travail en profondeur pour essayer de les rapprocher, de leur donner confiance. D'un côté, de leur dire, regardez plus haut, vous allez avancer. Mon but, c'est de vous faire avancer. Mon but, c'est de vous donner. D'un autre côté, c'est sûr, les comprendre. Ils viennent, ils me parlent, ils me disent, écoute, c'est difficile pour moi aujourd'hui, laisse-moi. Alors je leur demande, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu passes? Vraiment, des histoires. Je pourrais raconter beaucoup d'histoires. On aurait plusieurs émissions pour raconter. Un jour, un enfant, il me dit... Et je le vois, et le matin, il vient à la tefila, il met les tefilines et tout. Mais et après, il me dit, tu sais, Auriel, mon papa, il est arabe. Mais je lui dis, mais c'est pas grave. Toi, tu es juif, ta maman, elle est juive. Toi, tu mets les tefilines. Tu vois, au contraire, tu peux réussir, lui donner des... Bon, chacun, on essaye de donner, les renforcer dans leur domaine, essayer de leur donner le maximum. Beaucoup de contacts avec les éducateurs dans les internats. On fait un travail commun, on se rend compte, on parle beaucoup, on est tous les jours en contact pour savoir comment est-ce que chaque enfant évolue. C'est un travail passionnant. Un éducateur, très souvent, un bon éducateur pense qu'il n'y a pas d'enfants irrattrapables, d'enfants qu'on ne pourra pas essayer. Mais je suppose que malgré tout, d'avoir des soirs où on rentre des fois à la maison, on dit... Je sais pas, quoi. C'est trop dur, c'est pas possible. Comment je vais faire? Il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas le type, on a construit quelque chose pendant 2 mois et puis il a fait ci et ça. Comment sont ces moments de down, un peu, ces moments chez l'éducateur et combien de temps ils durent? Je vais te dire, ça fait quelques années que je travaille dans ce lycée. Aujourd'hui, j'ai plus le droit de poser ces questions. J'ai plus le droit parce que cet enfant, je vais le rencontrer demain matin. Et même si aujourd'hui, il était insupportable, il n'a pas lâché son portable pendant les 4 heures où il était à l'école, ou les 6 heures où il était à l'école, où il n'a pas accepté de me dire un mot, je dois demain recommencer, de l'amadouer, de lui parler, de essayer de le rapprocher. Je n'ai pas le droit de rentrer à la maison en me disant,
En Malassa, tu n'as rien à faire avec lui. Je suis perdu. Mon travail, c'est d'avoir une confiance en eux, de leur donner. Je dois leur donner. Et même s'ils sont difficiles, même s'ils me racontent des histoires où ils sont même capables d'employer des impolitesses, des traits durs, même avec moi, envers le tsevet, envers les autres. Le staff. Le staff. Eh ben, je dois continuer et me dire que finalement, c'est leur monde qui sort extérieurement, mais en eux, il faut continuer à chercher vraiment ce qui est plus profond. Alors, à l'inverse, si tu as quelque chose comme ça, même si la question surprend un peu, est-ce qu'il y a une réussite, sans bien entendu nommer qui que ce soit, est-ce qu'il y a des réussites dont tu te souviens et où tu dis rien que pour ça, c'est un peu mon étoile du Nord, c'est le truc, cette réussite ou cette façon que j'ai eue de réussir sur ce quoi, à changer quelque chose chez cet enfant, ça va me servir de nerf, les raglailles, de lumière pour avancer vers l'objectif au quotidien. Je vais te dire, nous avons des enfants, pour nous par exemple, si un enfant, il arrive à finir, à faire un bac, parce que ces enfants qui viennent, ils ne sont pas appelés un bac minimal, et rentrer à l'armée, pour nous, c'est une grande réussite. J'ai, Baruch Hashem, plusieurs expériences, plusieurs exemples d'enfants qui ont réussi, qui ont fait arriver à faire des examens. Et si on les revoit, tout d'un coup, ils reviennent et ils ont commencé à travailler, ou même qui s'est marié. Ou chaque fois, ils viennent, ils nous voient, ils viennent nous rendre visite, nous raconter ce qu'ils ont passé. Alors, c'est finalement notre réussite. Bernard, j'aimerais te parler. Ouais, vas-y. Allons-y. Il n'y a pas que moi qui pose des questions. Tout à fait. Et ce que j'aimerais beaucoup parler, je pense que c'est important lors de notre rencontre aujourd'hui, à part mon travail dans ce lycée, j'ai la chance d'accompagner un groupe de Olim qui ont fait leur aliyah sur Ashkelon. On ne parle pas beaucoup de l'aliyah d'Ashkelon, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de Olim qui arrivent sur Ashkelon, pas autant qu'à Natania, qu'à Ashdod, mais il y a beaucoup qui sont aussi sur Ashkelon. Et il y a une équipe qui les soutient, qui les aide. Une raquezette. Viens, on leur donne un peu d'éclairage, de kavod. Tout à fait. On dit des noms. Des noms. Myriam Maïmon, qui est raquezette des Olim. La kavod, Myriam. Valérie Ilouz. Elles font les deux un travail vraiment extraordinaire. Et elles se donnent vraiment à fond pour chaque Olim. Tu fais quoi dans ce contexte? Moi, une fois par semaine, je viens et je rencontre tous les Olim, les parents. Et de temps en temps, des fois, les enfants, je demande de faire un travail aussi avec les enfants. Pour eux, des ateliers, pour des sikhot. Ils viennent, on prend des sujets qu'on traite ensemble. Ils me demandent des conseils. On s'assoit, on essaye de réfléchir par rapport aux problèmes de l'Aliyah, problèmes des enfants dans les écoles. Ils ont des enfants qui ont des difficultés dans les écoles ou d'être même acceptés dans les écoles. Alors j'ai plusieurs fois déjà intervenu pour les faire accepter à l'école et Baruch Hashem, les écoles qui les ont reçus font le maximum pour les recevoir et se donnent beaucoup pour ces Olim. C'est une expérience vraiment exceptionnelle. Tu as un peu le sentiment, toi qui travailles avec des enfants en difficulté, des adolescents un peu sans repère, un peu paumés à cause des difficultés de la vie, tu as l'impression des fois que ces enfants de Olim se retrouvent, alors qu'ils étaient en France, des fois tout à fait normatifs, un peu dans cette situation où je ne reconnais pas tellement mes parents avec toutes ces difficultés, avec la langue, etc. Je ne connais pas trop bien le pays. Et un peu dans une certaine sorte de difficulté qui ressemble un peu à ce que tu vois au quotidien, peut-être. Effectivement, vraiment, il faut... à la différence, des fois, chez les Israéliens, je m'occupe principalement des enfants. De temps en temps, je rencontre aussi les parents. Mais quand on parle des Olim, il faut penser que... et aux parents et aux enfants, parce que les enfants, ils sont Olim, mais il ne faut pas oublier que les parents aussi sont Olim. Que les parents, ils ont aussi leur intégration à faire. Et les parents, des fois, c'est pas facile. Et l'ivrite et le travail, etc. Donc, c'est un petit peu... d'un côté, des fois, on voit les enfants qui avancent. Comme tu dis, ils avancent, ils s'intègrent. Et les parents, ils doivent suivre. Alors, est-ce qu'ils reconnaissent leurs parents qui étaient là, qui leur donnaient une confiance? Mais eux,
ils sont, eux d'un côté, ils avancent, des fois les parents... Si tu ne reconnais pas tes parents, tu as beaucoup plus de mal à replacer tes repères. On en parle tout de suite dans la quatrième partie de Plein l'ado. On a une petite surprise pour nos auditeurs. הנרות הללו אנו מדליקים כמו הילדים המתוקים שאנו מולידים אפשר לשים בהם את השמן ולטיב הפתילות אבל משם זה רק תפילות, רק תפילות הילדים הללו אנו מגדלים וזה קצת קשה לראות אותם מהצד לפעמים צריך לשמור Alors Auriel, tu as insisté pour qu'on mette cette chanson de Hanan Ben-Ari qui parle de Hanouka, qui parle d'éducation aussi, qui mélange un peu les enfants et les bougies. Alors pourquoi c'était tellement important pour toi en cette période de Hanouka? On est dans cette période de Hanouka, on va parler des bougies, et dans cette chanson, Hanan Ben-Ari, comme tu l'as dit, fait une comparaison entre ces enfants, on dit ces bougies que nous allumons, comme les 12 enfants que nous élevons. Les enfants que nous élevons, ce sont les mêmes bougies. Tu sais, dans la paracha dans la Torah qui nous parle de l'allumage de la menorah s'appelle Be'alotecha. Be'alotecha, ça veut dire quand tu vas monter. Be'alotecha est ta menorah. Tu vas faire monter la menorah. Et la question qu'on pose, pourquoi utiliser le mot la'alot, faire monter? On devrait dire le mot de la katra, quand tu vas allumer la menorah. Tu vas allumer, tout à fait. Et donc, Rachid nous amène deux explications. Une explication dit que d'abord, il y avait une marche pour monter. Et le Kohen Gadol qui montait pour allumer la menorah. C'est l'explication rationnelle. Il fallait qu'il monte, puisqu'il devait monter la marche. Il devait monter la marche. Mais la deuxième explication nous dit que finalement, la flamme, quand on allume une bougie, alors au départ... elle ne s'allume pas tout de suite, elle prend du temps, il faut allumer la mèche et attendre que la mèche prenne vraiment le feu. À ce moment-là, après la mèche, elle monte et elle s'élève d'elle-même. Cette image-là est l'image de l'éducation. Quand on travaille dans l'éducation, ce qu'on fait, on allume ces mèches, on allume ces bougies, ce sont nos enfants, et on leur donne tout pour les permettre d'élever d'eux-mêmes. Mais Atzmam, d'eux-mêmes, ils s'élèvent comme cette flamme, cette bougie de la menorah qui s'élève d'elle-même. On a vraiment l'impression, effectivement, quand on est éducateur, d'aller rechercher à l'intérieur de l'enfant cette fameuse flamme qui, en fait, va tout résoudre. Si jamais on arrive à l'allumer, ça y est, on a fait démarrer le système interne qui va permettre à l'enfant d'exploser, de faire tout ce qu'il veut dans la vie, d'arriver jusqu'au bout de son potentiel. C'est un peu de la recherche et ça prend pas toujours tout de suite, effectivement. Effectivement, comme on dit, par Hanouka, si la bougie s'éteint, il faut la rallumer. Il faut faire. Il y a des fois, il y a le vent qui peut l'éteindre. Le vent, ce sont tout ce qui peut autour de lui. Un petit peu le détruire, chas v'shalom. Ça arrive très vite. Un enfant, c'est fragile. D'ailleurs, si on continuait à lire la chanson, il y a une phrase extraordinaire. Tu me l'as envoyé l'autre jour. Je regardais, il y a écrit, attention, c'est les bougies, les enfants, c'est pareil. Il y a une halakha de Hanouka. On n'a pas le droit d'utiliser ces bougies-là. On doit juste les regarder. On les regarde. On allume et puis on regarde. Et puis on regarde et il va même plus loin. Nanou réchoute les tarzev, mais on n'a pas le droit d'être déçu. À aucun moment on va dire je suis déçu de mes enfants. Ils n'ont pas les résultats que je voulais. Non. Regarde le miracle. Regarde et rends-toi compte de ce que tu as entre les mains. Est-ce que nous, en tant que parents, on se rend compte toujours du miracle que Dieu a fait avec nous en nous donnant ces bougies, en nous donnant ces enfants dans les mains? Effectivement. Comme tu dis en citant ce texte-là, une des phrases qui dit aussi on peut mettre de l'huile dedans, améliorer les mèches, on peut les améliorer. Mais il dit, mais aval misham zerak tfilot. Mais à partir de là, ce ne sont que des prières. Et en hébreu, ptilot, c'est les mêmes lettres que tfilot. C'est vrai, des fois, il n'y a pas tous les parents, on est des fois déçus des enfants, mais il faut se dire, il faut leur donner confiance. C'est nos enfants. Si on sait qu'on leur a donné une éducation forte, alors ils ont des fois des moments, des hauts et des bas. Comme tous, nous aussi, en tant que parents, on a des hauts et des bas. Nous aussi, on a des moments difficiles. C'est évident que ce que passe la vie
surmontent aujourd'hui les enfants, les jeunes, les adolescents. C'est pas évident. Et ils ont des moments pas faciles. On doit être là pour toujours être d'un côté, les voir s'élever, ne pas être déçus, mais être là aussi pour leur donner, s'il le faut, les renforcer quand il le faut, les rallumer, les aider à se rallumer. Est-ce qu'on se rend assez compte de combien l'enfant est fragile? Des fois, il y a par exemple aujourd'hui la révolution du numérique, des iPhones, des applications, et puis on dit, oh là là, les enfants sont toujours... Mais est-ce qu'on se rend compte de la force de ce tsunami là, qui prend même les adultes à l'intérieur? Un enfant, il est petit, il est fragile, il va être séduit, il va être charmé, il va être emporté par cette vague. On est souvent très critique envers les enfants, et voilà, ils se sont laissés emporter, comme si qu'ils avaient les moyens des fois de faire autrement. Alors quel est notre rôle? Comment on peut aider quand nous-mêmes, on est sur la vague des fois? Ce qu'il faut, je pense que ce qu'il faut, c'est les points de repère. Nous avons les Hanouka. On allume les bougies de Hanouka, on s'arrête. On doit éteindre nos iPhones et on doit allumer cette Hanouka tous ensemble, toute la famille. Se retrouver autour. Il faut que la famille doit avoir des moments où on s'arrête. Être capable de se retrouver, de parler ensemble, de s'écouter. Malheureusement, aujourd'hui, comme tu me dis, avec ces iPhones, on ne s'écoute plus, on ne se regarde plus, on ne s'entend plus. Je crois que un grand rôle des parents, au sein de la famille, de faire des haltes. On s'arrête tous. On rentre à la maison, on fixe des moments. Même s'il le faut, on fixe dans le calendrier. On fixe 1 heure. On s'arrête tous. On met tous. Et les parents en premier. Leur téléphone de côté et on se retrouve autour d'une table, autour d'un café, autour d'un gâteau, autour et passer un bon moment, d'un jeu ensemble et on s'écoute, on se parle et on se dit, on incite nos enfants à exprimer leurs sentiments, leurs régachot, ce qu'ils ressentent. Insister, il faut vraiment insister sur ces moments-là. Il faut que ça soit vraiment encore aujourd'hui plus que toujours. Trouver ces moments-là où se retrouver en famille et mettre de côté et écouter les enfants. À propos d'écouter les enfants, j'ai eu mon fils qui racontait Shabbat et je l'écoutais, qu'un grand spécialiste aujourd'hui du Heker HaMoar, de la recherche sur le cerveau, racontait que les plus grandes idées de l'histoire du monde sont sorties de gens qui étaient justement dans des périodes de repos, entre deux choses, de périodes où ils pouvaient consacrer du temps à la réflexion. Ils n'étaient pas dans l'action quand les plus grandes idées de l'histoire du monde sont sorties. Ils étaient entre deux actions, dans des moments de pause. On ne sait plus aujourd'hui se poser son téléphone, se reposer, rester un peu et dire on parle d'un sujet et hop, c'est là que la créativité va nous permettre d'exprimer. Si le cerveau est trop sollicité à trop de moments, c'est pas là qu'il y a création. Il y a création et ça nous fait comprendre peut-être un peu cette fameuse phrase de Shabbat, Asher bara Elohim la asot. C'est peut-être quand tu es en train de te reposer que les plus grandes idées vont jaillir. Quand tu es entre toi, avec ta famille, que le meilleur de toi peut-être s'exprimer. Effectivement, je crois que le Shabbat, on a la chance d'avoir le Shabbat où vraiment on s'arrête, on n'a pas... Et pour beaucoup, je vois beaucoup de jeunes, beaucoup d'élèves qui me disent ah non, moi je peux pas, je peux respecter le Shabbat, mais je respecte le Shabbat, mais à part le iPhone, je peux pas. Et ils sont, je vois à quel niveau ce iPhone est ancré en nous, ancré dans la jeunesse. Ils arrivent vraiment pas à s'en séparer. Et là, tu me parles des parents. Et je crois que c'est un des rôles des parents, c'est sûr de tous les éducateurs, mais les parents dans le sein de la famille, de savoir faire une halte. Aujourd'hui, c'est un véritable défi. Ça fait partie de la protection de son enfant, comme tu le protégerais contre quelqu'un qui vient le frapper. C'est-à-dire, il faut aussi le protéger de cette révolution qui a un côté très séduisant, mais qui est capable de nous prendre notre enfant et de l'emporter, quoi. Tout à fait. Et malheureusement, il faut savoir aussi, et les parents doivent savoir, et que quand nos enfants, ils regardent, ils sont devant le net, devant leur iPhone, ils sont agressés, je dirais, même par différents sujets qui viennent, qui leur sautent à l'œil.
ils voient plusieurs choses qu'ils ne doivent pas voir, agressés par tout ce qui est la pornographie, par exemple, qui est accessible. Et ils n'ont même rien à faire, même à peine à appuyer sur une touche, et ils ont des films de pornographie qui peuvent complètement le balbelotam, leur Surtout qu'on transformer. connaît aussi la force des images aujourd'hui, ça a été prouvé, la force des images sur l'esprit d'un enfant, c'est terrible. Toutes sortes d'images, pas seulement pornographiques. Aujourd'hui, on voit des images d'attentats, on voit des choses, c'est des choses qui traumatisent des fois l'enfant à vie, et on n'est pas toujours assez conscient de l'impact de ces choses-là. Tout à fait. On a devant nous une grande mission. Une grande mission. On n'arrivera jamais à 100%, mais chacun doit faire un effort. De prendre ses enfants, de parler. D'abord, de faire, quand on parle d'Internet, avoir une Internet Mugan. Oui, une protection par exemple, Internet Remote, des choses ça, comme c'est ça, indispensable. Avoir une protection d'Internet. Mais pas seulement, ça veut dire, en plus de la protection, fixer des moments. Ne pas laisser libre les enfants quand ils veulent les fixer. On peut leur dire, voilà, les parents doivent être là pour les limiter dans le temps, pour l'utilisation des... Puis le bouclier est éducatif aussi, souvent. C'est-à-dire, attention, ça peut être dangereux pour toi. Vraiment, en tant que père, en tant que parent, on est là pour te dire aussi, attention, ça a l'air yédi d'outils, ça a l'air sympa comme ça peut être plein de dangers aussi pour toi. D'un côté, on a envie qu'ils utilisent ce nouveau monde avec un accès à un savoir. D'un autre côté, si on n'est pas là, comme on était là au Gan Chachouim, au jardin d'enfants, pour les surveiller dans le temps, l'accident, il peut être très vite arrivé parce qu'effectivement, il y a de tout et de tous les goûts là-bas. Tout à fait, tout à fait. Donc il faut être là et beaucoup, comme on l'a dit tout à l'heure, aussi discuter, parler avec les enfants, ouvrir, qu'est-ce que tu as vu, voir si un enfant, des fois, il se retrouve, il ferme la porte de sa chambre, il se retrouve tout seul, il a des moments comme ça où il ne parle pas. Ne pas essayer de l'amadouer, de voir ce qui se passe dans son monde, qu'est-ce qu'il est en train de passer. On sait qu'il y a eu plusieurs choses qui sont passées à travers ce contact avec l'Internet, qui ont vraiment transformé des enfants. Et donc là, les parents, ils sont là, ils doivent être là pour mettre la main sur pour regarder leurs enfants, pour leur parler, pour être là pour donner la balle. Savoir cadrer un peu tout ça. Alors Aurélien, on s'approche un peu de la fin de l'émission. Moi, j'avais encore des questions. Il y a des gens qui nous envoient des questions ici dans cette émission. Et une des questions qui revient beaucoup, c'est... j'ai réussi à faire passer quand même pas mal de valeurs à mes enfants, et dans la maison, ça se passe relativement bien, harmonieusement. Il y a un respect, il y a une façon de se parler. Je suis assez content, mais je sais maintenant que mon enfant va à l'extérieur. Il va aller à l'école, il va voir des copains, il va dormir chez un ami. Comment je fais en sorte que dans les confrontations quotidiennes de l'extérieur, mon enfant garde ces valeurs-là et les préserve? Écoute, on a garanti à 100%, jamais on en aura. Mais si vraiment on arrive à donner à la maison, il faut que les parents ils soient honnêtes avec eux-mêmes. S'ils ont donné une éducation sincère, ils ont appris à leurs enfants, donner les vraies valeurs. Et eux-mêmes, je dirais que même les parents eux-mêmes, les réalisent ces vraies valeurs. Sont pleinement... L'enfant... Quand il sortira avec ses valeurs à l'extérieur. Il faut donner confiance aux enfants. Même les renforcer, leur dire « Je compte sur toi. Je sais que toi, tu viens d'une famille. N'oublie pas que tu viens d'une famille. N'oublie pas que tu as appris beaucoup de choses. N'oublie pas ce que tu as appris. » C'est sûr qu'on ne sait jamais, mais essayer de leur donner une confiance. On ne peut pas être avec eux à 100%. On leur donne confiance, mais on doit avoir aussi confiance en notre éducation si on a bien travaillé les sujets qu'on a fait passer. Il y a par exemple cette vieille peur là, dans certains milieux religieux. Je ne peux pas envoyer mon fils à l'armée, il va aller tel quel, il va changer. Est-ce qu'il n'y a pas au contraire une mission un peu de la Torah et du gosse qui est fort, de dire moi je vais changer là-bas les choses, je vais améliorer, je vais aider les autres à comprendre même notre Torah. C'est la Torah qui va éclairer, c'est pas la Torah qui va s'assombrir parce qu'elle rencontre les autres. Tout à fait. Dans un premier point, c'est important que lui-même, à son niveau, d'abord toi, renforce-toi, toi, sois fort. Sache que par ta personne déjà, l'influencer. Personnellement, je ne pense pas qu'il faut aller. Je ne vais pas pour influencer, pour les transformer. Mais si moi,
j'ai une conduite exemplaire, si moi je suis fort dans ma conduite, dans mes convictions, alors de même, ça influencera autour de moi. Parce que les gens autour de moi, ils regardent. Les gens, ils te verront mettre les tefilines le matin, ils te verront faire les brachot, ils te verront parler poliment et sans dire de gros mots. Et ça influence. Dans ce que je fais, on voit l'éducation que j'ai reçue et ça suffit largement pour donner aux gens des repères de voilà ce qu'est une éducation. Uriel Porat, on pourrait discuter encore des heures. On va peut-être le faire d'ailleurs après l'émission. Mais ici, on doit respecter un cadre de temps et on arrive un peu à sa fin. Alors d'abord, on va se séparer de toi en te disant merci beaucoup d'avoir voyagé, d'être venu aujourd'hui, d'avoir pris ta voiture après la journée de travail pour venir jusqu'à Jérusalem. Tu dois repartir maintenant. On va te demander de conduire prudemment au retour, de passer un excellent Hanouka. On va te laisser le mot de la fin sur 10 secondes, mais je vais rappeler le numéro de la boîte vocale du Studio Qualita 050 430 80 20. N'oubliez pas de télécharger l'application du Studio Qualita sur l'App Store et Google Play ou de nous joindre sur www.studioqualita.com où vous pouvez nous retrouver. Uriel, un dernier mot pour nous dire au revoir. Au revoir, merci beaucoup Bernard. Toujours prêt à écouter, à discuter, à conseiller ceux qui veulent. Toujours prêt, toujours disponible. On garde tes coordonnées chez le technicien là-bas. Avec vous pouvez plaisir. appeler Uriel Porat, un très très bon éducateur qui vous fera beaucoup de bien. À très bientôt sur Plein Lado. Merci de nous avoir suivis et de nous suivre chaque semaine. À très bientôt. Todab. Plein Lado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble.